Bonjour, voici la deuxième partie de la série sur les espaces vectoriels sur l'ensemble des réels ou des nombres complexes. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions défini ce qu'est un espace vectoriel et un sous-espace vectoriel sur R et C, et puis aussi ce qu'est une famille de vecteurs libres. Donc là, nous allons nous attaquer aux familles de vecteurs générateurs d'un espace vectoriel ou d'un sous-espace vectoriel de la base et de la dimension d'un espace ou d'un sous-espace vectoriel. Alors, tout d'abord, un exemple intuitif, l'ensemble des vecteurs de l'espace, R3, on le note, c'est un R espace vectoriel. Je vous rappelle aussi qu'un espace vectoriel, comme nous l'avions défini dans la vidéo précédente, c'est un ensemble muni de deux opérations. Une loi de composition interne, qui est la somme de deux vecteurs, et une loi de composition externe, qui est la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, ici, puisque je parle d'espace vectoriel sur R. On appelle ça aussi un R espace vectoriel. Alors, vous avez déjà travaillé avec les vecteurs de l'espace, en physique notamment, et à chaque fois, on vous donne un repère, une base ici de vecteurs U1, U2, U3, à partir desquels on peut décrire et de façon unique n'importe quel vecteur de l'espace. Ici, par exemple, sur le schéma, vous voyez que le vecteur V est égal à alpha 1 fois le vecteur U1 plus alpha 2 fois le vecteur U2 et plus alpha 3 fois le vecteur U3. Donc ici, le vecteur V est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. Et à ce moment-là, on dit que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont les coordonnées du vecteur V dans la base B. Donc on peut noter de cette façon-là. Et voilà, en colonne ou en ligne, les coordonnées de V dans la base B. Ces coordonnées, elles sont uniques. Donc en fait, comment faire pour choisir les vecteurs U1, U2 et U3? C'est la problématique de cette vidéo. En fait, U1, U2, U3, la donnée de ces trois vecteurs, la famille de vecteurs U1, U2, U3, ou le système de vecteurs U1, U2, U3, est une base de notre espace vectoriel R3 lorsque tout vecteur V de R3, de E ici, peut s'écrire et de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3. Autrement dit, lorsque pour tout vecteur V de E, il existe un unique triplet de réels alpha 1, alpha 2, alpha 3, tel que V est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. Comment choisir les vecteurs U1, U2, U3 de façon à ce que n'importe quel vecteur de l'espace puisse s'écrire de façon unique comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs? Eh bien, vous allez voir par la suite que pour cela, les vecteurs U1, U2, U3 doivent engendrer E. Une autre façon de dire les choses, le système U1, U2, U3 doit être générateur de notre espace vectoriel E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends n'importe quel vecteur V de grand E, il existe un triplet de nombres réels alpha 1, alpha 2, alpha 3, puisque je travaille dans un R espace vectoriel, donc tous les nombres scalaires sont des réels, tels que V est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. Alors peut-être que vous allez me dire, ah mais ça ressemble à ce qu'on vient de définir ici à propos de la base. Oui, mais sauf que là, il y avait l'unicité. Alors je vous rappelle aussi en passant les notations des quantificateurs en mathématiques. Le A renversé, ça veut dire pour tout, quel que soit, donc pour tout vecteur V. Le E renversé, ça veut dire il existe. Et le point d'exclamation, c'est l'unicité, donc un unique triplet de réels, alpha 1, alpha 2, alpha 3, tel que, voilà. Donc ça, le slash, c'est tel que. Donc si vous regardez la différence entre ces deux définitions,
Dans la base, la définition d'une base, ici, on a l'unicité des nombres alpha 1, alpha 2, alpha 3. Et dans la définition d'un système générateur de E, eh bien, on a l'existence, il existe au moins 3 nombres alpha 1, alpha 2, alpha 3 réels, tels que V s'écrit de cette façon-là. D'accord ? Donc, pour avoir en plus l'unicité, eh bien, il faut en plus que U1, U2, U3 soit une famille de vecteurs libres. Donc je vous rappelle la définition d'une famille de vecteurs libres. Voilà ce que nous avions vu dans la vidéo précédente. Ici, on dit qu'un système de vecteurs de E est libre ou linéairement indépendant lorsque alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus, etc. plus alpha P VP est égal à 0, si et seulement si alpha 1, alpha 2 et alpha P sont tous nuls. Donc pourquoi le fait d'avoir ici 3 vecteurs qui forment une famille libre fait que nous allons obtenir l'unicité des coefficients alpha 1, alpha 2, alpha 3 dans la décomposition linéaire de V en fonction de U1, U2, U3. Eh bien, nous allons ici prendre un vecteur V. On suppose que U1, U2, U3 est générateur de E, donc on va trouver alpha 1, alpha 2, alpha 3, au moins 3 nombres réels tels que V s'écrivent de façon alpha 1, de cette façon-là. Et on va supposer qu'il en existe un autre de triplé, alpha prime 1, alpha prime 2, alpha prime 3 dans R3. Allez, c'est parti, on note ça, d'accord? Donc soit V, un vecteur de R3, tel que V est égal à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 plus alpha 3 U3. On suppose qu'il existe un autre triplet de réels, alpha prime 1, alpha prime 2, alpha prime 3, avec la même écriture. D'accord? Donc alpha 1, je rappelle, alpha 2, alpha 3, c'est un triplet de réels. Pareil pour alpha prime 1, alpha prime 2, alpha prime 3. Et maintenant, nous allons faire la différence de ces deux égalités. Qu'obtient-on? On va obtenir V moins V qui fait, c'est le vecteur nul. D'accord? Et ici, on va obtenir alpha 1 moins alpha prime 1 U1 plus alpha 2 moins alpha prime 2 U2 plus alpha 3 moins alpha prime 3 U3. Donc, si jamais on ajoute l'hypothèse que le système U1, U2, U3 est libre, eh bien, on l'a vu dans la vidéo précédente, lorsque bêta 1 U1 plus bêta 2 U2 plus bêta 3 U3 est égal à 0, si et seulement si, c'est le vecteur nul ici, bêta 1, bêta 2 et bêta 3 sont tous les trois nuls. Donc c'est ce qu'on obtient ici, regardez. Bêta 1, c'est alpha 1 moins alpha prime 1. Bêta 2, c'est alpha 2 moins alpha prime 2. Et bêta 3, alpha 3 moins alpha prime 3. Donc en fait, on en arrive à l'unicité. Alpha 1 va être égal à alpha prime 1. D'accord? Donc on obtient que si le système de vecteurs est en plus libre, forcément alpha 1 égale à alpha prime 1, alpha 2 à alpha prime 2 et alpha 3 à alpha prime 3. Donc vous voyez que pour obtenir une base de vecteurs, il nous faut deux conditions. Il suffit que notre système de vecteurs soit générateur, c'est-à-dire que n'importe quel vecteur de E s'écrive comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3. Et la deuxième hypothèse, le fait que le système est libre, fait qu'on va avoir l'unicité de la décomposition et donc des coordonnées de V dans la base B qui seront uniques. Donc voilà, je vous ai montré sur cet exemple en fait que pour obtenir une base d'un espace vectoriel, parce qu'il en existe plein de bases d'un espace vectoriel, on peut en fabriquer plein, une infinité en fait, eh bien il suffit de trouver un système de vecteurs générateurs qui engendre notre espace vectoriel et qui soit libre. Donc on va maintenant
travailler sur la définition de systèmes de vecteurs qui engendrent un espace vectoriel, puisque les vecteurs libres, nous les avons déjà rencontrés dans la précédente vidéo. Donc on va faire un zoom sur les systèmes de vecteurs qui engendrent un espace vectoriel. Alors, définition, soit E, un espace vectoriel, on dit qu'un système de P vecteurs de E, V1, V2 et P, est un système générateur, ou qui engendre grand E, si et seulement si tout vecteur V de E peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, etc., Vp. On dit aussi que le système de vecteurs SP engendre E, ou encore que grand E est engendré par SP. Cette définition reste valable dans le cas d'un sous-espace vectoriel. Alors, quelques exemples. Le système de vecteurs 1, x, x2, x3, x puissance n engendre grand E. Alors, vous vous rappelez de cette notation? Grand R indice n de grand X, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n. Donc, on l'avait déjà rencontré dans la précédente vidéo. Il s'agit d'un R espace vectoriel. D'accord? Et donc, un vecteur de grand E, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Donc ici, ça, c'est le vecteur V1, si vous voulez, si je reprends les notations de la définition précédente. X, c'est vecteur V2, x carré, vecteur V3, etc. Et ici, je vais donc obtenir le n plus unième vecteur de ce système qui est égal à x puissance n. Donc, est-ce qu'il engendre grand E? Eh bien oui, parce que si je prends n'importe quel polynôme de degré inférieur ou égal à n, il va s'écrire, vous savez, a0 plus a1x plus etc. plus anx n. C'est comme ça qu'on l'a écrit dans les chapitres précédents. Donc, il existe n plus 1 réel. On va les noter alpha 0, alpha 1, alpha n pour respecter la notation des scalaires avec une lettre grecque, telle que p de x égale à alpha 0 plus le vecteur v1 ici, plus alpha 1 fois le vecteur V2. Alors oui, on va mettre, ok, ça va être V0. Alors oui, on peut noter aussi de cette façon-là les indices de chaque vecteur de cette base, d'accord, de façon à ce que ce soit cohérent avec les indices des coefficients. Et voilà, d'accord. Alors ensuite, le même système de vecteurs engendre-t-il l'ensemble des polynômes de degré peu importe, à coefficient réel? Donc pareil, hein, c'est un R espace vectoriel, nous l'avions étudié précédemment. Donc en fait, à votre avis, eh bien non, parce que, alors si vous dites non, il faut donner un contre-exemple. Donc contre-exemple, si je prends le polynôme P de x égale à x puissance n, c'est bien un vecteur x puissance n plus 1, je voulais dire, c'est bien un vecteur de E, puisqu'il s'agit d'un polynôme à coefficient réel, et pourtant, on ne peut pas l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs 1, x, x2, x3, x puissance n. D'accord? Donc on ne peut pas l'écrire, ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs du système Sn plus 1. Voilà. Alors, troisième exemple. Le système constitué de deux vecteurs, 1, 0, 0, V2 égale à 0, 1, 0, engendre-t-il R3? Je vous laisse réfléchir. La réponse est non. Donc, il faut donner un contre-exemple. Si je prends, oui, le vecteur V est égal à 0, 0, 1, je ne peux pas l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de S2. D'accord? Voilà. Donc, ne peut pas s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de S2. Alors, donc vous voyez que c'est une notion assez simple pour le moment. Alors maintenant, quatrième exemple, c'est le système précédent, mais auquel j'ai ajouté un vecteur. Bah tiens, le vecteur de coordonnées 0, 0, 1, engendre-t-il R3? Eh bien, cette fois-ci, on peut dire oui, car si je prends n'importe quel vecteur V de R3, eh bien, il a trois composantes, puisqu'il est dans R3, et donc, si j'écris ces composantes x, y, z,
eh bien V est donc égal à x fois le vecteur V1 plus y fois le vecteur V2 plus z fois le vecteur V3, où x, y, z sont des nombres réels. Dernier exemple, j'ajoute un vecteur à ce précédent système et engendre-t-il R3? Alors, quelle est votre réponse? La réponse, c'est oui. Si je prends n'importe quel vecteur de R3, donc là je ne vais pas le mettre la flèche, hein, j'ai mis la flèche précédemment, on va l'enlever, puisque de toute façon, dans le système, je n'ai pas mis de flèche sur les vecteurs. Voilà, donc V qui est égal à x, y, z, donc je peux écrire que c'est x fois V1 plus y fois V2 plus z fois V3 plus 0 fois V4. Je peux aussi écrire que c'est x-1 fois V1 plus y-1 fois V2 plus z-1 fois le vecteur V3 plus une fois le vecteur V4. Voilà, donc en fait, si vous voulez, j'ai trouvé des coefficients ici, réels, pour ma décomposition, pour ma combinaison linéaire de V en fonction de V1, V2, V3. Alors évidemment, hein, la décomposition n'est pas unique, par contre. Donc ici, on va voir que ce système ne forme pas une base de R3 parce que la décomposition en combinaison linéaire de n'importe quel vecteur de R3 n'est pas unique. Alors, soit E un espace vectoriel. On dit qu'un système de n vecteurs de E, S1, S2, Sn pardon, égale à V1, V2, Vn, forme une base de E si et seulement si, pour tout vecteur V de E, il existe n scalaires uniques, alpha 1, alpha 2, alpha n, de cas, tel que V est égal à alpha 1, V1 plus alpha 2, voilà. Donc exemple, si je prends le système S2, qui est égal aux deux vecteurs V1, V2, forme-t-il une base de R3? Déjà, on a vu que ce n'est pas un système générateur, donc il ne peut pas former une base de R3, puisque si je prends n'importe quel vecteur de E, je ne vais pas pouvoir l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs V1, V2. D'accord? Donc on va écrire non, car, comme on l'a vu précédemment, S2 n'engendre pas R3. D'accord? Ensuite, deuxième exemple. Cette fois-ci, je prends mes 4 vecteurs ici. Forment-ils une base de R3? Donc cette fois-ci, S4 engendre R3. Donc tout vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces 4 vecteurs. D'accord? Mais par contre, la décomposition sera multiple, c'est-à-dire pas unique. Hein. Donc S4 engendre R3. Voilà. Mais par contre, eh bien, si je prends le vecteur x, y, z, comme je l'avais écrit précédemment, eh bien, je peux l'écrire de plusieurs façons. Soit xv1 plus yv2 plus zv3 plus 0v4, ou alors x-3v1 plus y-3v2 plus z-3v3 plus 3 fois v4. D'accord, etc., etc. Donc, la décomposition de V comme combinaison linéaire des vecteurs de S4 n'est pas unique. Donc, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'une base. D'accord? Donc, la réponse, c'est non. Donc là, dans nos deux premiers exemples, nous n'avons pas trouvé de base de R3. Dans le premier exemple, c'est parce que le système n'engendre pas R3. Et dans le deuxième exemple, c'est parce que la décomposition de V comme combinaison linéaire n'est pas unique. Alors maintenant, dernier exemple, eh bien là, si je prends n'importe quel vecteur x, y, z de R3, je vais pouvoir l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs V1, V2, V3. Et cette combinaison linéaire va être unique. D'accord? Donc,
x, y, z est unique. Alors, maintenant, comment montrer que x, y, z c'est unique, sont les coefficients uniques? Parce que sinon, je pourrais trouver une autre décomposition. Vous vous rappelez, on l'a fait précédemment, cette petite démonstration, sur l'exemple intuitif. Voilà, une autre décomposition. Donc, on va le démontrer par l'absurde. Et si je fais la soustraction, j'obtiens x moins x' v1 plus y moins y' v2 plus z moins z' v3 qui est égal à 0. Donc, je vais noter bêta 1, bêta 2 et bêta 3, ces trois coefficients. Et je résous. Bêta 1 V1 plus bêta 2 V2 plus bêta 3 V3 égale à 0. Si et seulement si, eh bien, je vais obtenir le système. D'accord? Donc, bêta 1 fois 1 plus, ici, les autres coordonnées sont nulles, les premières. Donc, j'obtiens bêta 1 égale à 0. Ensuite, bêta 1 V1 pour la deuxième coordonnée plus bêta 2 V2 pour la deuxième coordonnée, ça va faire B2, plus bêta 3 V3 pour la deuxième coordonnée. Voilà, deuxième équation, ça donne bêta 2 égale à 0 et bêta 3 égale à 0 pour la troisième équation. Voilà. D'accord? Donc en fait, vous retrouvez la définition d'une famille de vecteurs libres. Donc vous voyez que l'unicité de la décomposition comme combinaison linéaire et la notion de famille libre de vecteurs sont complètement liées. Enfin, vous voyez ce que je voulais dire. Voilà. D'accord? Donc, la décomposition est unique et S3 est une base de R3. Alors, maintenant, conséquence importante et dimension d'un espace vectoriel. Un système de vecteurs de E est une base de E si et seulement si il est à la fois libre et générateur de E. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Deuxième point, toutes les bases de E ont le même nombre de vecteurs. On appelle ce nombre la dimension de l'espace vectoriel E, que l'on note dim de E. Donc on a vu précédemment que R3, dans la base 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, contient 3 vecteurs. Donc la dimension de R3, c'est 3. La dimension de R2, l'ensemble des vecteurs du plan, c'est 2. Soit E égale à K puissance n, où K c'est R ou C, tout système de n vecteurs libres de E forme alors une base de E. Et la dimension de E est égale à n. Donc en fait, vous comprenez que quand on travaille dans R puissance n ou dans C puissance n, pour en trouver une base, il suffit de trouver n vecteurs libres, et c'est une base. Donc je n'ai plus besoin de montrer que le système est en plus générateur. Il suffit uniquement de montrer que j'ai n vecteurs libres. Donc, premier exemple ici, on travaille dans R4. D'accord? Donc, la dimension de R4, c'est égal à 4. Pour obtenir une base de R4, il suffit de trouver 4 vecteurs libres de R4. D'accord? Donc, S4 est une base de R4 si et seulement si S4 est un système libre. Et comment je démontre qu'un système de vecteurs, de 4 vecteurs à 4 composantes est libre? Eh bien, en calculant, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, le déterminant de ce système de vecteurs. D'accord? Autrement dit, de la matrice composée par les vecteurs V1, V2, V3, V4. Donc ici, si et seulement si S4 est libre, et S4 est libre, si et seulement si le déterminant de la matrice constituée par les vecteurs V1, V2, V3, V4 est non nul. On remarque qu'on a deux lignes identiques, donc le déterminant est nul, et le système n'est pas libre. S4 est lié, il ne peut pas former une base de R4. Et ne forme pas une base
de R4. Alors, passons aux deux exemples suivants. Donc, vous pouvez mettre sur pause puis sur play pour avoir le corrigé. Alors, il s'agit de R2. R2 est de dimension 2. Nous avons deux vecteurs V1 et V2. Ils forment une base de R2 si et seulement si, eh bien, le système est libre. Donc, on calcule le déterminant de la matrice constitué par les composantes de ces deux vecteurs et on obtient un déterminant non nul. Donc, le système est libre et forme une base de R2. Si je prends n'importe quel vecteur de R2, je peux l'écrire comme combinaison linéaire unique de ces deux vecteurs, V1, V2. Exemple suivant, R3. Il est dimension 3, j'ai 3 vecteurs ici. Je calcule le déterminant de la matrice constituée par ces 3 vecteurs en colonne et j'obtiens une valeur non nulle. Donc V1, V2, V3 est libre et forme une base de R3. Alors maintenant, un peu de vocabulaire. On appelle base canonique de Cn ou de Rn le système de vecteurs suivant. C égale à E1, donc la première coordonnée c'est 1 et toutes les autres sont nulles. E2, la deuxième coordonnée est égale à 1, les autres sont nulles, etc. etc. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, on appelle ça la base canonique, c'est la base en fait évidente si vous préférez. Alors, donc E c'est R puissance n vu comme R espace vectoriel ou C puissance n vu comme C espace vectoriel. Donc la dimension de E dans les deux cas est égale à n. Ici, grand C, la base, enfin le système de vecteurs grand C est constitué de n vecteurs, E1, E2, En. Si je calcule le déterminant de la matrice constituée par ces n vecteurs, je vais obtenir en colonne, eh bien, vous voyez que j'obtiens la matrice identité. D'accord? Voilà. Donc en fait, ici, je vais obtenir une diagonale de 1 et que des zéros au-dessus et en dessous. Donc c'est la matrice identité. Le déterminant de la matrice identité est égal à 1, non nul. Donc je viens de montrer que c'est bien une base de Rn ou de Cn et on l'appelle la base canonique. C'est la base évidente. Tous les exercices d'algèbre linéaire commencent dans la base canonique. D'accord? De Rn ou Cn. Alors c'est la base, hein, parce que, en fait il y a une infinité de bases, vous avez compris, hein, mais la base canonique, enfin qu'on appelle base canonique, il n'y a qu'une seule, c'est celle que nous venons d'étudier. Alors maintenant, définition, soit B une base de k puissance n, soit V un vecteur de E, alors il existe n uniques scalaires alpha 1, alpha 2, alpha n, tel que V est égal à alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus alpha n Vn. Les scalaires alpha i sont alors appelés les coordonnées de V dans la base B. Donc en fait, cette définition, elle est valable pour n'importe quel espace vectoriel de dimension n. Là, je marque base de k puissance n, mais ça pourrait être n'importe quel espace vectoriel de dimension n. Donc toutes les bases contiennent n vecteurs, et si je prends n'importe quel vecteur, eh bien, je peux l'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de la base, et les coefficients de cette combinaison linéaire s'appellent les coordonnées de V dans la base B. Ça, vous connaissez déjà. Alors maintenant, quelques exemples. Si je travaille dans R3, quelles sont les coordonnées du vecteur 2, moins 2, 1 dans la base canonique? Eh bien, la base canonique de R3, il s'agit de la base constituée par les vecteurs de coordonnées respectifs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Donc, le vecteur V peut s'écrire 2 fois le vecteur E1 plus, enfin moins 2 fois le vecteur E2 et plus une fois le vecteur E1. Donc, les coordonnées de V dans la base canonique sont donc 2, moins 2, 1. Donc évidemment, ça peut vous paraître étonnant. Ben oui, mais c'est le même résultat. Pourquoi? Parce que la base canonique, c'est la base évidente, c'est la base normale. Donc ici, on va retrouver, si je puis dire, le même résultat. Alors maintenant, nous allons reprendre le même vecteur, mais dans une autre base de
R3. Les vecteurs V1, V2, V3, donc la dimension de R3 c'est 3, j'ai 3 vecteurs ici, ils forment bien une base de R3 car le déterminant de la matrice constituée par ces 3 vecteurs en colonne est non nul. D'accord? Donc ça, si je calcule, je crois que j'ai dû le faire précédemment, on trouve moins 3. Donc B est bien une base de R3. Alors maintenant, les coordonnées du vecteur 2, moins 2, 1, donc c'est le vecteur précédent, dans cette base, quelles sont-elles? Eh bien, pour les obtenir, on va résoudre un système. D'accord? Donc en fait, on cherche quoi? On cherche alpha 1, alpha 2, alpha 3, 3 réels, tels que le vecteur V est égal à alpha 1, V1, plus alpha 2, V2, plus alpha 3, V3. Donc ici, je vais obtenir le vecteur V, donc c'est 2 moins 2, 1, qui est égal à alpha 1 fois le vecteur V1, plus alpha 2 fois le vecteur V2, et plus alpha 3 fois le vecteur V3. Je n'ai plus qu'à écrire le système correspondant et à le résoudre. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Voilà donc le résultat obtenu ici. Après résolution par substitution de ce système, j'obtiens les coordonnées du vecteur V dans la base B. D'accord? Donc je vais l'écrire ici puisque je n'ai plus de place. Donc les coordonnées du vecteur B dans la base B sont 5 tiers, 2 tiers et 1 tiers. D'accord? Donc une autre façon de dire les choses, le vecteur V est égal à 5 tiers fois V1 plus 2 tiers fois V2 plus 1 tiers fois V3. Alors maintenant, suite à cet exemple, je vais faire une petite remarque qui pourra avoir son intérêt lorsqu'on travaillera avec des matrices. Alors, ici, donc, je vais garder la même base, la base de vecteurs V1, V2, V3, avec les mêmes vecteurs V1, V2, V3. Donc, les coordonnées de V1, c'était, alors, on avait 1, moins 1, 0, 0, moins 1, 1, et V3, c'est 1, 1, 1. D'accord? Donc, imaginons que le problème est le suivant. Soit un vecteur V de R3 et soit V indice B, ses coordonnées dans la base B. Donc, grand X, grand Y, grand Z. Autrement dit, V est égal à grand X fois V1 plus grand Y V2 plus grand Z V3. Et maintenant, la question posée est la suivante. Quelles sont les coordonnées de V dans la base canonique? D'accord? Autrement dit, je cherche petit x, petit y, petit z, 3 réels, tels que V est égal à x fois le vecteur E1 plus y fois le vecteur E2 plus z fois le vecteur E3. Et bien pour cela, je vais reprendre ici l'écriture de V comme combinaison linéaire de V1, V2, V3. Et je vais remplacer V1 par son écriture dans la base canonique. Autrement dit, V1 c'est E1 moins E2 plus 0 E3. Ensuite, V2, c'est moins E2 plus E3. Et V3, c'est E1 plus E2 plus E3. Et maintenant, je vais écrire V en fonction de E1, E2, E3. Je regroupe, autrement dit, les coefficients de E1 ensemble. Ça va faire grand X plus grand Z fois E1. Ensuite, les coefficients de E2 ensemble, donc moins grand X, moins grand Y et plus grand Z, et plus, alors 0, ensuite grand Y, plus grand Z
fois E3. Et en fait, je peux écrire que les coordonnées de V dans la base canonique sont grand X plus Z, moins grand X moins grand Y plus Z, et grand Y plus Z. Et ça, je peux écrire qu'il s'agit du produit d'une certaine matrice par le vecteur grand X, grand Y, grand Z, c'est-à-dire les coordonnées de V dans la base B. Donc je vous laisse ici construire la matrice 3, 3 qui me permet de faire cette opération. Donc vous allez avoir quoi? Eh bien ici, vous allez avoir 1 fois X plus 0 fois Y plus 1 fois Z. Ensuite, pour la deuxième composante, vous allez avoir moins 1 fois X, moins 1 fois Y, 1 fois Z. Et la dernière composante, 0 fois X plus 1 fois Y plus 1 fois Z. Et donc, vous constatez quoi? Eh bien, vous constatez ici que cette matrice a ses vecteurs colonnes égaux aux vecteurs de la base B. Cette matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice de passage de la base B vers la base C. D'accord? Donc, c'est la matrice de passage de la base B vers la base canonique. D'accord? Donc, autrement dit, pour obtenir les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique, à partir des coordonnées d'un vecteur dans la base B, il suffit de multiplier par la matrice de passage P le vecteur VB. Alors maintenant, si je veux obtenir le contraire, c'est-à-dire si je connais les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique et je souhaite obtenir les coordonnées dans la base B, eh bien je vais ici multiplier à gauche par la matrice inverse de P. Forcément, la matrice inverse de P existe puisque les trois vecteurs V1, V2, V3 forment une base de R3, donc leur déterminant est différent de 0. Donc la matrice est inversible. Et là, je n'ai plus qu'à multiplier à gauche par P puissance moins 1. P moins 1 fois P, c'est la matrice identité. L'identité fois VB, c'est VB. Donc je vais obtenir cette fois-ci la formule qui me permet d'obtenir les coordonnées de V dans la base B en fonction des coordonnées de V dans la base C. Donc pour ceux qui ont vu déjà le cours sur les matrices inverses, vous pouvez obtenir le résultat précédent ici, vous voyez, que j'ai obtenu en résolvant le système, et bien on peut l'obtenir aussi en multipliant par la matrice inverse de la matrice de passage. Voilà, donc en gros, voilà le schéma, si vous voulez. Vous avez la base de départ, c'est la base canonique, qu'on note aussi grand C majuscule, la base d'arrivée, qui est constituée par les vecteurs U1, U2, U3. Quand je connais les coordonnées de V dans la base B, pour obtenir les coordonnées de V dans la base C, eh bien, je multiplie par la matrice de passage le vecteur grand X, grand Y, grand Z. Et le contraire, cette fois-ci, pour obtenir les coordonnées de V dans la base B, je multiplie par la matrice inverse les coordonnées de V dans la base C. Voilà l'explication. Alors maintenant, nous allons parler de base et de dimension d'un sous-espace vectoriel. Vous vous rappelez, en fait ça va être pareil à peu près, la dimension d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans toutes ces bases. Toutes les bases d'un espace vectoriel ont le même nombre de vecteurs qui est appelé sa dimension. Donc théorème, soit E, un espace vectoriel de dimension finie n, et grand F un sous-espace vectoriel de E. Alors F est aussi de dimension finie, sa dimension est inférieure à celle de E. De plus, si la dimension de F et la dimension de E sont égales, alors les deux ensembles, les deux espaces vectoriels sont égaux. Par exemple, on prend R3, grand F. On a démontré dans la vidéo précédente qu'il s'agit d'un sous-espace vectoriel de E. Déjà,
il contient un élément qui est le vecteur nul. Et enfin, si on fait la somme de deux vecteurs de f, c'est encore un vecteur dans f. Si on multiplie un vecteur de f par alpha, on obtient à nouveau un vecteur de f. Déterminer une famille génératrice de f, puis en déduire sa dimension. Alors, on va chercher, alors on ne sait pas combien de vecteurs qui sont dans f et qui permettent d'écrire tout vecteur de f comme combinaison linéaire. Et ensuite, si cette combinaison linéaire est unique, on pourra en déduire sa dimension, puisqu'on aura alors obtenu une base. Alors, comment pratique-t-on? Eh bien, un vecteur de f vérifie, enfin ses composantes, les composantes d'un vecteur de f vérifient l'équation x1 plus 3x2 moins x3 égale à 0. Donc on va pouvoir écrire par exemple que x1 est égal à x3 moins 3x2. De ce fait, le vecteur v va pouvoir aussi s'écrire x3 moins 3x2 pour la première composante. x2, c'est un réel, et x3, c'est un réel également. On va pouvoir écrire que, en fait, v est la combinaison linéaire de deux vecteurs. Alors, lesquels? Eh bien, on va avoir ici x2 fois le vecteur, je vous laisse réfléchir, plus x3 fois le vecteur, je vous laisse réfléchir. Alors, que va-t-on obtenir? Eh bien, dans la première composante, on a moins 3x2. Dans la deuxième composante, on a 1x2. Dans la troisième, 0x2. Ensuite, dans la première composante, on a 1x3. Dans la deuxième, 0. Et dans la dernière, 1. Donc, tout vecteur de f peut s'écrire comme combinaison linéaire de deux vecteurs ici, que je vais appeler V1 et V2. Donc V1 et V2, on dit qu'ils engendrent f. D'accord? On note aussi que f est ici entre deux crochets, comme ça, engendré par les vecteurs V1, V2. On peut aussi noter que f est égal à vecte de V1, V2. Alors maintenant, vous vous rappelez, pour obtenir une base de f, eh bien, il faut trouver il faut trouver des vecteurs qui engendrent f et qui sont libres. Voilà, donc ici j'ai recopié les vecteurs V1 et V2. Donc V1, V2 forment un système libre ou lié. Si le système est libre, ça veut dire qu'il forme une base de f, puisqu'il est à la fois générateur et libre de f, et donc que la dimension de f est égale à 2. Si le système est lié, ça veut dire qu'en fait, eh bien, un seul vecteur engendre et est libre avec lui-même, si je puis dire, f, donc f est de dimension 1. Donc ici, pour savoir si ce système est libre ou lié, on résout l'équation α1 V1 plus α2 V2 égale à 0, le vecteur nul, d'inconnus α1 et α2. Donc on obtient le système avec les coordonnées, moins 3 α1 plus 1 fois α2 égale à 0, 1 fois α1 plus 0 fois α2 égale à 0, et 0 α1 plus 1 fois α2 égale à 0. Et on obtient que α1 et α2 sont nuls. Donc le système V1, V2 est libre. Il forme donc une base de f, donc est libre et générateur de f. C'est donc une base de f. Et comme on a dit que le nombre de vecteurs dans les bases d'un espace vectoriel est sa dimension, on en déduit que la dimension de f, qui est un sous-espace vectoriel de R3, est 2. D'accord? Donc effectivement, c'est inférieur à la dimension de R3. Si on avait trouvé la dimension de f égale à R3, à ce moment-là, ça aurait voulu dire que f est tout R3 en entier, comme on vient de le voir dans la petite définition théorème précédente. Alors voici maintenant quelques exemples d'espaces vectoriels autres que R2, R3, Rn.
nous allons appliquer la théorie des espaces vectoriels à la résolution d'équations différentielles linéaires à coefficients constants sans second membre. Donc, premier exemple, grand F est l'ensemble des solutions des EDLCC du premier ordre et sans second membre, AY' plus BY égale à 0. Soit grand E, l'espace vectoriel des fonctions dérivables sur R, nous en avions déjà parlé dans la première vidéo. Grand F est alors un sous-espace vectoriel de E. Il est de dimension 1 et une base, c'est exponentielle moins b sur a fois x. Vous avez effectivement vu en première année que cette équation différentielle a pour solution les fonctions notées y indice 0 de x qui sont égales à lambda fois exponentielle moins b sur a fois x, où lambda est un réel. Donc en fait ici, ça c'est un vecteur de f. Hein, vecteur de f c'est quoi? C'est une solution de l'équation différentielle à y' plus by égale 0. Lambda c'est un scalaire puisque f est un R espace vectoriel. Et donc, on dit que f est engendré par cette solution. Et donc, l'espace, sous-espace vectoriel f de E est de dimension 1. Alors maintenant, si on travaille maintenant avec grand F, l'ensemble des solutions de l'EDLCC du second ordre sans second membre AY seconde plus BY' plus CY égale à 0, on parle maintenant de grand E, l'espace vectoriel des fonctions deux fois dérivables sur R. F est alors un sous-espace vectoriel de E de dimension 2, une base de grand F, et eh bien, ça va dépendre, hein, vous savez, hein, il suffit de résoudre l'équation caractéristique ici, qui est associée à cette équation différentielle. Vous le verrez dans la vidéo de première année sur la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants du second ordre. Je vous explique tout ça. Et donc voilà les deux vecteurs qui engendrent et qui sont libre, hein, donc exponentielle R de x n'est pas proportionnelle à exponentielle R1x. Hein. Donc ces deux vecteurs engendrent et sont libres dans f. Donc, lorsque delta est positif, ils forment une base de grand F. Hein, grand F, c'est l'ensemble des solutions des fonctions deux fois dérivables de la forme lambda 1 exponentielle R1x plus lambda 2 exponentielle R de x, où lambda 1 et lambda 2 sont des réels. Voilà, et quand delta égale à 0, on obtient les résultats suivants, et quand delta est négatif, voilà les deux vecteurs qui engendrent et qui forment une base en fait de grand F. Voilà, vous retrouverez tous ces résultats plus détaillés dans la vidéo de première année sur les EDLCC du second ordre à coefficients constants. Alors, maintenant, vous allez résoudre tous ces exercices ici. Je vous laisse prendre en capture les énoncés, ou sinon vous les retrouvez dans le PDF sur Moodle. Et la dernière vidéo sera donc consacrée à la résolution de ces 7 exercices. À bientôt!